c'est pas pour rien aujourd'hui que je m'intéresse à cette petite voix qu'on a dans la tête, c'est parce que je l'ai eue pendant des années, et pendant des années, je me suis parlé, mais comme jamais je parlerai à qui que ce soit dans ma vie en fait. Et l'idée, c'est qu'il y a un moment, il faut enlever la merde qu'on a dans les yeux et dans les oreilles et entendre et voir les choses, quoi. Il y a un moment, t'as un connard à l'intérieur de toi, mais ce connard, c'est vraiment toi. Tant que t'es pas en sincérité radicale avec toi-même et que t'arrives pas à mettre des vrais mots dessus, à ta manière, c'est que tu pourras pas sortir de ça, quoi. C'est ma philosophie de vie, de travail, surtout par rapport à mon métier, c'est que je suis pas là pour clientéliser les gens, je suis là pour les autonomiser. Et ça, pour moi, en tout cas, c'est une valeur que je défends depuis que je fais ce métier, parce que il y a qu'en se connaissant qu'on devient libre. Salut à toi, c'est Florian et je suis vraiment heureux de te retrouver dans ce 13e épisode de l'émission Dans la tête d'un top player. Et aujourd'hui, on est dans une émission très très spéciale pour moi parce qu'on accueille une des personnes les plus bienveillantes et compétentes que je connaisse. C'est à la fois un ami, un frère, même parfois un père, j'ai envie de dire. J'ai l'immense honneur d'accueillir monsieur Mehmet Gül. Salut Mehmet, comment tu vas ? Salut, salut Florian. Après tout ce que tu viens de dire, j'en ai la voix coupée, tu vois. Ah ouais, Ah ouais, je suis fou. c'était sincère, tu vois. Je suis vraiment ravi de Merci, t'accueillir ici. merci. Eh ben, ravi d'être là également, et c'est vrai que c'est une première comme ça, en face à face entre frères toulousains. Ouais, Donc, c'est vrai. beaucoup de plaisir. Que top, top, top. Bon, alors tu le sais, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé, l'idée ici, c'est qu'on rentre un petit peu dans ta tête, qu'on découvre un petit peu qui tu es, comment tu fonctionnes, comment tu réfléchis, etc., etc., etc. Et j'aimerais te poser du coup la première question, la plus classique du monde. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Ouf. Alors, dans ma tête, ils sont nombreux, il faudra faire attention quand même, hein, parce qu'il y a du monde. Qui je suis? Alors, moi, je suis coach PNL, donc coach en programmation neurolinguistique, hein, je ne suis pas rappeur, pas encore. Et donc, je fais ça depuis un peu plus de 3 ans maintenant à mon compte. Et j'ai un backup de manager, de cadre dirigeant manager dans des grosses sociétés du CAC 40. J'ai fait ça en fait pendant plus de 20 ans et 24 ans d'ailleurs maintenant de mémoire. Et le salariat, en fait, j'ai pas compris tout de suite. C'était pas un truc qui était pas fait pour moi. Bon, j'ai mis du temps. Alors, je suis un peu lent à la détente pour comprendre autre chose. Et au bout de 20 ans, en fait, je l'ai compris parce que c'est mon corps qui me l'a rappelé, en fait. Et j'ai eu un accident personnel il y a 3 ans de ça. J'ai fait une hémorragie interne suite à un ulcère que j'avais pas traité. Et l'ulcère était justement les dégâts collatéraux du boulot de manager que j'avais parce que j'étais stressé en permanence. Et le stress a amené justement cet ulcère à maturation il y a 3 ans de ça. Et l'ulcère m'a mangé une partie de mon estomac. Et donc, j'ai fini aux urgences. Et, euh, et le message qu'il y a eu en fait derrière ça, c'est que 15 jours après l'hospitalisation, il y a eu beaucoup d'insights en fait que j'ai eu pendant l'hospitalisation, mais après être revenu enfin j'étais entre ici et ailleurs. Alors j'aime bien dire cette phrase parce que on me demande souvent si j'ai fait une mort subite à ce moment-là, mais non, en fait j'étais entre ici et ailleurs. Je ne sais pas l'expliquer parce que j'étais pas dans mon corps, mais j'étais pas non plus, tu sais, dans le tunnel où tu vois la lumière blanche au bout et tout. Non, j'étais pas là Ouais. non plus. Et t'as des souvenirs de ça ou pas du tout? En fait, le souvenir, c'est comment dire, un oubli total de mon corps. C'est-à-dire que je ne sentais plus mon corps. Je sentais que j'étais là en termes de présence, Ouais. mais je sentais plus, si tu veux, mon corps. J'habitais plus mon corps. Et j'étais pas non plus, tu sais, dans un tunnel où je voyais, tu vois, j'étais pas là-dedans non plus. Ouais, Donc ouais. j'étais entre ici et ailleurs et je sais pas où. Et en fait, ça a duré. Enfin, j'ai eu ça 2 fois durant l'hospitalisation. Et en fait, ça a été un choc traumatique qui m'a révélé beaucoup de choses aussi sur moi-même, etc.
Et comme le message n'était pas encore suffisamment clair, 15 jours après, euh, je suis sorti en fait, pour la petite histoire aussi, c'est que j'étais directeur d'agence à l'époque et j'avais sous ma responsabilité plus d'une quarantaine de personnes, enfin plusieurs équipes et tout. Et évidemment, quand on est sur des postes de responsabilité comme ça, même si tu viens de passer une hospitalisation de 15 jours aux urgences, on te rappelle pour te dire oui, ça va, oui, ça va. Il y a encore des dossiers, tu sais, on voudrait te poser des questions. Et donc, du coup, en fait, le truc, il s'arrête jamais, quoi. Et 15 jours après cette hospitalisation, donc je suis retourné au travail. Alors que j'aurais pas dû, hein, parce qu'on m'avait dit, ouais, arrête-toi, reste 3 mois au lit, etc. Et j'ai bien fait d'y retourner, du coup, parce que 15 jours après, on m'annonçait qu'on me licencierait juste dans la foulée. Du coup, en fait, le message là devenait beaucoup plus clair pour moi parce que c'était, voilà, en fait, tu fais un truc que tu n'aimes pas faire depuis très longtemps. Ouais. Là, maintenant, tu n'as plus le choix. Là, maintenant, en fait, tu arrives, tu vois, tu sors de 15 jours d'hospitalisation et tu arrives en fait à un point où la seule question qui te vient, c'est, OK, je fais quoi maintenant? Mm, mm, mm. C'est comme si l'univers te posait la question et dit, allez, chiche, vas-y, maintenant tu fais quoi? Allez. Et donc là, en fait, ouais, c'est là où j'ai commencé à me poser les vraies questions, tu Ouais. vois, les vraies bonnes questions qui m'ont amené en fait à faire ce que je fais aujourd'hui parce que ce qu'il en ressortait, tu sais, de toutes ces années de management, c'est que pendant en fait plus de 20 ans, j'ai accompagné la réussite de toutes les personnes que j'ai eues sous ma direction. Et les personnes, je les ai soit faites évoluer, soit je les ai formées, soit je leur ai fait sauter des blocages, etc. Et ça, c'était, si tu veux, c'était un fil conducteur dans ma carrière. Et en fait, quand j'ai fait l'inventaire de tout ça, ce qu'il en est ressorti, c'était qu'il fallait vraiment que j'accompagne les gens d'une manière ou d'une autre. Et j'ai lu le fameux livre de Tony Robbins, Pouvoir illimité, qui a transformé beaucoup de choses en moi. Et à partir de là, c'est là où j'ai découvert la PNL depuis ce Ok. livre. Et là, je me suis intéressé à fond à la PNL. Alors, je fais plein de découvertes dessus. Et depuis, bah, je me forme là-dessus. Donc aujourd'hui, je suis praticien PNL et j'espère, si le corona n'en décide pas autrement, l'année prochaine, passer le maître praticien. Parce qu'il y a plusieurs niveaux aussi. Et la PNL, je suis vraiment devenu un spécialiste de ça parce qu'en fait, c'est euh, grâce à cet outil que j'ai commencé à comprendre quelles étaient mes croyances limitantes et qu'est-ce qui a fait que je me suis bloqué dans un métier que je détestais pendant Mm, des mm. années, que je me suis flingué la santé avec ça en fait, alors que j'aurais pu très bien, tu vois, assumer qui j'étais réellement. Et à cause des croyances, à cause de l'entourage, l'environnement toxique dans lequel j'étais, enfin, tout un tas de facteurs. Et à partir du moment où j'ai découvert cet outil-là, je me suis dit, putain, c'est ça en fait. Et ça m'a amené beaucoup de clarté, beaucoup plus de confiance en moi, parce qu'aujourd'hui, je travaille vraiment là-dessus avec mes clients. Et du coup, j'ai passé un vrai gap là depuis ces 3 ans. Et puis aujourd'hui, bah, je continue en accompagnement, en accompagnant des entrepreneurs introvertis comme moi et empathiques. Ouais. Alors ça se voit pas beaucoup, mais je suis quelqu'un d'empathique qui a fait beaucoup d'efforts dans sa vie justement pour en sortir et en arriver là. Et aujourd'hui, bah, j'accompagne des entrepreneurs empathiques et introvertis qui ont, comme moi, eu de grosses croyances limitantes en eux, et notamment la petite voix dont je parle assez régulièrement maintenant, tu le sais, c'est la petite voix du connard ou de la connasse intérieure qu'on Ouais. a en nous, et qui fait qu'on a ces croyances limitantes. Ouais. De toute façon, on va parler de tout ça, on va parler plus spécialisation. Juste avant, j'aimerais connaître ton avis et ta vision de façon globale sur la PNL. Encore une fois, pas le groupe de rap, mais plus la pratique, comme tu l'as si bien mentionné. C'est quoi ta vision pour toi de la PNL et surtout de la PNL chez l'entrepreneur? Bah, la PNL, pour moi, alors pour faire simple, j'aime bien dire, moi, ce qui m'a sauvé dans la PNL, c'est la communication. C'est-à-dire que, à la base, si tu veux, c'est un outil de thérapie brève, d'accord? Donc c'est Robert Dills, Richard Bandler et John Grinder qui l'ont créé. Robert Dills a été aussi un des PNListes de ceux qui ont modélisé la PNL à l'échelle mondiale dans différentes, comment dire, problématiques, qui ont amené la PNL à certains niveaux. Si on prend cet aspect basique, c'est-à-dire vraiment la base de ce qu'est la PNL, si tu veux, c'est un outil de thérapie brève pour sortir les gens de douleurs comme par exemple les soldats qui revenaient de la guerre
à l'époque où la PNL est arrivée, en fait, c'était une réponse à un appel d'offres que le gouvernement américain, en fait, avait mis en place suite à la guerre au Vietnam. Ouais. Et tous les, comment dire, les soldats qui revenaient traumatisés de la guerre du Vietnam revenaient avec des traumas profonds parce qu'ils avaient vu la guerre, ils avaient vu des choses horribles. Et le gouvernement, à l'époque, avait dit, bah, non, on ne peut pas payer des séances de psychanalyse pendant X années pour chaque soldat qui part au combat parce que ça va être trop long. Donc, il nous faut des méthodes qui permettent aux soldats de se remettre plus vite et de se réinsérer dans la société. Et l'idée de la PNL, c'est que le postulat de départ, c'est que chaque personne, en fait, a en elle les ressources pour faire ce qu'elle veut dans la vie. Et donc, de revenir, tu vois, d'une guerre et de se dire, bah, OK, la guerre, elle est derrière moi, j'ai des blessures, j'ai des traumatismes, mais ça ne doit pas m'empêcher de vivre. Bah, c'est un outil, en fait, qui te permettait, par exemple, de revenir du combat, d'avoir 2 jambes amputées, mais de te dire que la vie est belle, quoi, tu vois, Ouais. malgré Ouais. tout. Et c'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut avoir un putain de mental quand même pour pouvoir sortir de ce genre de traumatisme-là. Et la base de la PNL, c'est ça, si tu veux. C'est vraiment amener des thérapies brèves, mais surtout remettre les gens en action. Et la partie que moi, je vois et ma vision de la PNL aujourd'hui, surtout dans l'entrepreneuriat et les personnes que j'accompagne aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un outil de communication. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, sur la communication qu'on a d'abord avec soi-même, elle nous permet d'amener une clarté tellement grande sur qui on est, sur comment on se parle. Mhm. Et c'est pas pour rien aujourd'hui que je m'intéresse à cette petite voix qu'on a dans la tête, c'est parce que je l'ai eue pendant des années. Et pendant des années, je me suis parlé, mais comme jamais je parlerai à qui que ce soit dans ma vie, en fait. Et quand tu te mets toi-même plus bactère à parler comme ça, violemment, à te parler à toi-même violemment comme ça, mais en fait, je me suis dit, putain, il faut que je trouve un truc pour être plus gentil avec moi-même, en fait, tout simplement. Parce Ouais. que j'étais un peu sadomaso à me mettre plus bactère. Et la PNL, elle m'a amené ça, en fait. Elle m'a permis de clarifier, en fait, tu vois, cet aspect mental, interprétation des choses, comment dire, tu vois, distorsion de la vie que j'ai et de la perception que j'en ai. Et en Ouais. fait, juste recommuniquer correctement avec moi-même, clarifier en fait l'environnement dans lequel je suis, clarifier ma façon de penser, ma façon de parler avec les gens aussi. Et moi, ça a vraiment été plus pour moi un outil de communication et de modélisation, parce que du coup, l'une des premières choses que tu apprends dans le livre de Tony Robbins, c'est quand même de modéliser l'excellence. Et pour ça, il n'y a pas de secret, quoi. Il faut s'inspirer des plus grands, mais j'aime bien le redire assez régulièrement, on ne fait pas du copier-coller, mais on fait du copier-créer. Ouais. C'est-à-dire que de ta personnalité, tu vas modéliser par exemple Tony Robbins qui est le numéro 1 mondial des coachs aujourd'hui, tu vas modéliser par exemple la façon dont il va se tenir pour parler aux gens, quel genre de puissance il va envoyer physiquement quand il va se tenir debout. Et la PNL, elle t'apprend tout ça. Elle t'apprend justement à entrer en fait finalement dans ce qu'on appelle les submodalités des personnes, c'est-à-dire dans l'expérience des gens pour voir comment est-ce qu'ils voient la vie, comment est-ce qu'ils la pensent, à quelle échelle d'intensité il est en termes d'énergie vibratoire. Tout ça fait que quand tu modélises une personne excellente comme Tony Robbins, alors tu peux modéliser vraiment toutes les personnes que tu Ouais, veux bien grâce sûr. à la PNL, mais le simple fait de modéliser ça, tu peux modéliser la confiance en lui. Et ça, c'est un truc, putain, c'était une première pour moi. Moi Mhm. qui doutais tout le temps de mes capacités, qui doutais de plein de choses, tu vois Tony, tu dis putain, waouh! Et il se tient, il parle comme un lion, il a la voix rocailleuse, il est toujours droit, colossal. Ouais. Bon, il fait 2 mètres, hein, 120 kilos, mais il est, voilà Oui, il est quoi. imposant, ouais, totalement. Il est Mhm. imposant, Enfin, il mais respire la confiance. au-delà de ça, tu regardes des personnes comme, je sais pas, complètement opposées à lui, tu regardes un type comme David Laroche. Bon, c'est un ancien timide aussi. Je me suis intéressé aussi un peu à ce qu'il faisait. Il m'inspirait beaucoup moins, mais je veux dire, le principe est là, tu vois. Il a modélisé Ouais, ouais, bien sûr. l'excellence de personnes, tu vois. Il a fait comme moi, finalement. Il a modélisé l'excellence de personnes qui avaient beaucoup plus confiance en eux et il s'est pas démonté, il a continué à agir. Et Mhm. l'idée de la PNL, c'est ça. C'est en fait, c'est d'avoir une peur, de dire ok, la peur elle est là, mais c'est ok. C'est-à-dire que c'est normal d'avoir peur, mais je continue à agir et à être en fait ce que je veux être. Ouais. Et je pense que de ce point de vue-là, pour moi, c'est vraiment un outil de communication. Ouais. Donc, et tu l'as très bien dit au tout début, tu es vraiment en fait dans une phase d'action. C'est toujours aller vers l'avant, toujours avoir l'action supplémentaire qui va faire que tu vas te débloquer, etc., etc.
ou qui va faire que tu vas passer un next step dans ce que tu fais? En fait, je pense que c'est la différence qu'il y a, et c'est pour ça que Richard Bandler, en fait, Bandler, c'est le mathématicien, en fait. Tu sais, t'as Bandler et Grinder. Donc, Bandler, c'est le mathématicien très cartésien, rationnel et tout sur beaucoup de choses, mais en fait, à l'époque, il a été décrié par toute la profession des psychanalystes, psychiatres, psychologues et tout, parce qu'en fait, lui, si tu veux, comme c'est des thérapies brèves, il arrivait en fait à débloquer des cas cliniques, comment dire, de personnes complètement, on va dire, folles, ce que nous, on va considérer comme fou, ou je vais prendre un exemple beaucoup plus simple, de personnes catatoniques. Une personne catatonique, c'est une personne, tu sais, qui un jour, dans sa vie, comme ça, d'un coup d'un seul, suite à un choc traumatique, décide d'arrêter de parler. Donc cette personne, grosso modo, je sais pas, elle a perdu par exemple quelqu'un qu'elle aimait dans un accident de voiture. La personne, due au choc, n'arrive plus à parler. C'est-à-dire qu'elle n'a ni l'envie, euh, peut-être elle est bloquée, peut-être elle peut plus parler, mais à cause de ça, en fait, elle n'arrive plus à sortir un seul mot. Donc ça devient un cas clinique. Elle est envoyée en asile psychiatrique pour voir justement quels sont les traumas, etc. Et personne n'arrive à trouver. Et à l'époque, Bandler, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'on l'appelait sur des cas comme ça pour dire, bah voilà, on a un cas clinique pour vous. Et lui, c'est le genre de truc qui le faisait kiffer, tu vois. Et ils avaient une patiente comme ça. La patiente, ça faisait, tu vois, 8 ans qu'elle avait pas parlé. C'est-à-dire qu'elle avait été admise dans un centre de soins psychiatriques. Et tous les psys en fait qui sont passés la voir ont tous diagnostiqué la même chose, choc traumatique, donc incapacité de réagir ou tu sais parce que les personnes catatoniques, il faut le savoir, elles ne réagissent plus à rien, à Ouais, aucun stimuli externe, ouais. c'est-à-dire qu'elles ne parlent plus. Et donc quand la personne est à l'intérieur, bah, Bandler lui, tu sais c'est en PNL en fait, on va quoi qu'il arrive partir du principe que une personne ne peut pas ne pas communiquer. Mm, Donc, partant de ce principe, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé, il s'est posé à côté de la dame et il a passé, alors il y a plusieurs méthodes, hein, je ne vais pas toutes les citer, mais il a essayé plusieurs choses. Et à un moment, en fait, la communication ne se créant pas, il a pris je crois que c'était une pince à épiler ou un marteau, un objet, en fait, pour commencer à taper la personne, en fait. Et à chaque fois qu'il tapait, la première chose qui a changé, c'est le regard de la personne. La personne est en train de regarder en fait le mouvement de sa main et elle voit le marteau arriver en fait sur sa main. Donc la première fois, elle dit rien. Elle regarde, mais elle réagit pas. ouais. Mais il y a eu un stimuli du regard quand même. Ouais, Exactement. Et le regard a changé. Et deuxième coup, là, elle commence à sentir la douleur parce qu'il appuie un peu plus fort, tu vois. Et troisième coup, il tape. Et là, la personne retire son bras, dit arrêtez maintenant. mm. Et la personne, ça fait 8 ans qu'elle n'a pas parlé. Tu vois. Ouais, Donc l'idée, si tu veux, c'est que une thérapie comme celle-là, qui peut changer les personnes, je dirais, d'un claquement de doigts, parce qu'il y a des méthodes, il y a des techniques et tout, bah, forcément, au début, comment dire, le corps médical, les psychiatres, etc., ont beaucoup de mal à adopter la PNL au départ. Mais aujourd'hui, grâce aux neurosciences, parce qu'il y a eu plein d'études aussi au niveau du comportement, des neurosciences, etc., qui sont venues maintenant appuyer ce que la PNL apporte. Et du coup, aujourd'hui, c'est devenu un outil formidable utilisé en entreprise, utilisé vraiment partout, et donc notamment chez les entrepreneurs, parce que moi, je m'en sers aussi pour les entrepreneurs. Et cette partie, justement, de pouvoir régler des gros problèmes comme ça, des gros traumas en un claquement de doigts, bah ouais, ça te fait gagner des années, quoi. ouais, Il y a ouais, des gens qui prennent quand même des séances de psychanalyse. Alors, bien loin de moi l'idée de dire que le métier de psychiatre, psychologue, psychanalyste ou quoi que ce soit est pas bon ou pas légitime. Pas du tout, je ne suis pas dans ce débat-là. Ils ont évidemment un aspect médical indéniable et qui sert beaucoup de gens, etc. Mais le but, si tu veux, la différence entre les deux, c'est que la PNL, on va vraiment trouver, je dirais, l'expérience qui va faire que la personne va se remettre immédiatement dans l'action pour qu'elle reprenne en fait des actions dans sa vie, plutôt que de la faire cérébraliser et aller regarder son enfance, etc. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas des blessures d'enfance, pas du tout. Ça veut juste dire qu'on s'intéresse plus à savoir comment plutôt ouais. que pourquoi. Et ça, Mm. je dirais, c'est l'un des fondements de la PNL, c'est qu'on s'intéresse vraiment en fait à comment l'expérience fonctionne pour la personne, l'expérience de sa vie,
plutôt que pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Parce que le pourquoi va toujours renvoyer au passé et c'est vraiment pas le but. Le but, c'est de connecter la personne ici et maintenant pour qu'elle puisse agir justement sur son état actuel. Ouais, top. Si on part un peu plus dans la spécialité, notamment sur le connard et la connasse intérieure que tu as si bien nommé, euh, comment t'es venu en fait, tu vois, cette idée-là de connard et connasse intérieure? Pourquoi? Dis-moi tout là-dessus, je suis hyper curieux. Pardon, je vais reprendre un peu d'eau Vas-y. parce que là, le sujet il va être long. L'idée du connard intérieur, en fait, est née, je dirais, de par toutes les expériences que j'ai eues, et surtout en partant de moi. Mais j'osais pas au départ, j'osais pas dire connard ou connasse. Et en fait, euh, je le disais à mes clients dans les séances, pardon, vas-y. Laisse-moi te couper. Enfin, je n'osais pas dire. Déjà, c'est un truc de connard intérieur, ça. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Ça, c'est un truc de connard intérieur. Et en fait, au départ, j'osais pas mettre ce nom-là en fait sur je dirais cette partie que je traitais moi. Mais comme je le disais à mes clients, un jour, il y a un de mes amis justement qui a fait une séance avec moi et qui s'appelle Julien Ridoir, le créateur des Neuf Sens. Et il me dit un jour, mais pourquoi tu parles jamais de ça en public? Et il dit, bah, je dis, mais comment ça? Il dit, bah, le connard intérieur. Enfin, moi j'en ai, toi t'en as, tout le monde en a. Je veux dire, pourquoi tu... Et j'étais là, je fais, ouais, mais tu vois, connard, connasse. Il dit, mais tu le dis bien en séance. Enfin, pourquoi tu le dis pas publiquement, quoi? Tu vois? Ouais. Je dis, ouais, 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 finalement, tu as raison. Et en fait, pareil, j'avais des croyances limitantes là-dessus en me disant, oui, mais tu comprends les gens, comment ils vont réagir. Et oui, au début, ça a fait du bruit. C'est-à-dire que les personnes qui m'entendaient dire, ouais, t'as un connard à l'intérieur de toi, oh, putain, shocking, oh, Bah mon oui, Dieu. mais c'est Ah oui, clivant, non. quoi. Ah bah, c'est super clivant et surtout, c'est là aussi où tu vois justement les croyances qu'on a par rapport à la vulgarité ou par rapport juste à l'utilisation de certains mots. Et donc, quand j'ai pris le pli, alors ça fait pas longtemps que j'en parle de ça, mais quand j'ai pris le parti de parler comme ça, en fait, j'ai surtout bien expliqué aussi ce que je faisais derrière, parce que la vulgarité pour la vulgarité, ça m'intéresse pas. La vulgarité gratuite, ça m'intéresse pas. Je veux dire, si tu t'appelles Gary Vaynerchuk et que tu dis fuck dans toutes tes phrases, mais que derrière tu veux vraiment faire le bien à la personne qui est en face de toi, ça a du sens, tu vois. Il y a des grands, comment dire, des grands entrepreneurs comme Gary Vee Mm. qui effectivement, les mecs, ils vont te parler en sincérité radicale. Et moi, c'est ça qui me plaît. C'est ce qui me plaît aussi chez certains de mes mentors. Et l'idée, c'est que il y a un moment, il faut enlever la merde qu'on a dans les yeux et dans les oreilles et entendre et voir les choses, quoi. Il y a un moment, tu as un connard à l'intérieur de toi, mais ce connard, c'est vraiment toi. Donc, si tu sais pas l'admettre, c'est qu'il y a vraiment déjà un problème en toi, en termes de croyances, en termes peut-être de blessures ou en termes de, je sais pas, de tout à fait autre chose. Mais l'idée, si tu veux, c'est que tant que tu n'es pas en sincérité radicale avec toi-même et que tu n'arrives pas à mettre des vrais mots dessus, à ta manière, c'est que tu pourras pas sortir de ça, quoi, en fait. Ouais. Et l'idée, si tu veux, c'est que j'ai remarqué ça en fait durant mes séances et c'est pour ça que Julien m'a dit mais écoute utilise ça, c'est dommage de passer à côté de ça, les gens tu vas les servir plus qu'autre chose en faisant ça. Et en séance je l'ai fait à de nombreuses reprises, je poussais les gens à être en sincérité radicale avec eux-mêmes quand ils étaient trop bridés au niveau de leur façon de parler. Donc j'entends par exemple une personne, une de mes clientes qui me disait oui, alors tu comprends, moi j'ai telle et telle croyance limitante et effectivement, alors j'ose pas sortir de ma zone de confort parce que je me laisse encore distraire par certaines choses et en fait on tourne autour du pot, quoi, tu vois. On est là, ouais. Alors on peut, je sais pas, mais on peut rester comme ça à tourner autour du pot ou on peut aller à l'essentiel comme la PNL le préconise, on va recta à l'essentiel, on prend ton problème, on le décortique en 5-5 et on passe à la suite, quoi. Et en fait, les personnes qui ont cette capacité d'être en sincérité radicale avec elles-mêmes le plus vite possible sont celles qui avancent le plus et qui réussissent le plus. Pourquoi? Parce que s'admettre les choses, et c'est pour ça que je disais que c'est un outil de communication, s'admettre les conneries et les histoires, les bullshit, les conneries, toute la merde qu'on se raconte intérieurement, pouvoir se l'admettre le plus vite possible, te permet justement d'immédiatement passer à autre chose. Et en fait,
c'est cette capacité que les personnes qui réussissent aujourd'hui, les millionnaires, les entrepreneurs à succès, et tu peux regarder, il y a des entrepreneurs comme Jeff Bezos ou comme Elon Musk qui ne sont pas des gens extravertis, qui sont plutôt des introvertis. Il suffit de lire leur bio et puis de voir leur parcours. C'est des gens, tu vois, ils vont pas se la raconter. Mais derrière, regarde les résultats qu'ils ont, parce qu'ils ont su en fait avoir l'humilité de se parler radicalement, de se dire quand ils font de la merde, ah là j'ai fait une grosse merde, ok, je l'admets et je regarde ce qui n'a pas marché et je passe immédiatement à la suite, plutôt que de ne pas s'avouer les choses parce qu'on a des croyances sur la politesse, sur la bienséance, tu vois, être voilà, précautionneux. Et franchement, je pense que tu me connais un peu, il n'y a pas plus bienveillant que moi. Et en fait, quand je suis bienveillant avec les gens, je peux l'être aussi dans la vulgarité. Tu vois, quand une personne, tu sais, quand elle me parle comme je viens de le faire, là, oui, tu comprends, machin, là, je lui dis, tu sais quoi? Franchement, tu me permets d'être en sincérité radicale avec toi. Là, elle m'a dit oui, oui, mais vas-y, je suis là pour ça, c'est génial et tout. Je lui dis, tu sais quoi? Déjà, tu vas arrêter de te raconter de la merde. Et en fait, quand tu dis ça, la personne, tu sais, elle a un petit sursaut en arrière. Tu dis, Ouais, ça ah, surprend. Ouais. comment ça? Dis, bah oui. Si tu arrêtais de te raconter de la merde et que tu admettais que ton père t'a jamais dit je t'aime. Ça, c'est un cas en fait qui est revenu là récemment, qui revient de temps en temps. On est souvent victime, si tu veux, des blessures parentales. Donc, ton père t'a jamais pris dans tes bras, il t'a jamais dit je t'aime et t'es un constipé émotionnel. Bah oui, quand on est empathique et introverti, les émotions, des fois, elles bloquent. Et franchement, c'est pas, comment dire, c'est pas facile quand on t'a jamais donné le mode d'emploi. Imagine, tu as grandi avec un père qui t'a jamais dit je t'aime, qui t'a jamais pris dans tes bras pour juste, tu vois, une étreinte. Putain, il y a des gens quand même, ils vivent avec ça. Donc, c'est évidemment pas facile à sortir. Évidemment, il faut faire, tu vois, il y a des petites choses à faire avant, mais il faut arrêter de se mentir. Ouais, Et quand tu es en sincérité radicale avec toi-même, bah forcément, les résultats, ils arrivent immédiatement. Tu arrives à détecter tout de suite ce qui ne va pas. Tu t'arrêtes de te prendre la tête sur le pointillisme à la française. Je pense qu'on en a parlé une ou deux fois. Tu oui, vois. oui, oui. Arrêtez de se prendre la tête sur les détails, quoi. Ouais. Putain, avance, avance et tu verras ce que ça donne, quoi. Et en fait, l'idée de la PNL, elle vient de là, quoi. Elle vient du fait d'aller justement à l'essentiel rapidement pour que la personne arrête de regarder en fait trop les détails et qu'elle arrête de faire du surplace. Et c'est le leitmotiv que j'ai quand je parle de connard ou de connasse intérieure, c'est justement pour créer cet électrochoc et de se dire c'est bon, arrête ton bullshit, ça sert à rien. De toute façon, ce qu'il y a autour, ça va te permettre d'avancer plus vite, mais surtout, tu auras une vision globale qui te permettra d'avoir une autre perspective. Et c'est cette perspective-là qu'on fait dans les jeux de rôle, qu'on fait en PNL, justement, pour montrer en fait une autre vision de leur vie. Et c'est pour ça qu'on positionne les personnes, je te parle souvent de position méta, Ouais. c'est-à-dire qu'une personne, quand tu discutes avec une personne, tu as la personne en face de toi et toi, tu joues ton rôle. Mais en fait, si, imaginons, tu as ce fameux père qui t'a jamais dit je t'aime qui est en face de toi, il suffit de te dissocier de la situation, de positionner la caméra un peu à l'extérieur en fait de ce champ de discussion que tu as avec la personne pour te rendre compte que finalement, en fait, il y a peut-être deux personnes qui communiquent, mais qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde et qui ne se comprennent pas. Il suffirait juste de sortir de ton corps, en fait, de voir une autre image de toi pour comprendre que finalement, c'est pas toi et que tu peux avoir d'autres perspectives. Donc, il y a tout un tas de trucs comme ça qui permet justement d'aller à l'essentiel, mais le connard intérieur, en fait, vient tout simplement du fait aussi que je veux être en sincérité radicale avec les personnes qui viennent me voir. Ouais. Et si, euh, si aujourd'hui je fais des accompagnements, tu sais, sur 3 mois et pas plus, c'est justement pour ça. C'est que j'estime, en fait, pour moi en tout cas, c'est le temps qu'il faut aux personnes pour être autonomes immédiatement et qu'elles arrêtent d'écouter le connard intérieur ou la connasse qu'elles ont en elles. Ouais. Parce qu'en fait, c'est, je pourrais très bien faire des accompagnements et tu sais, de la clientélisation. Aujourd'hui, c'est un truc que je revendique et que je le dis tout haut. Je sais que je me limite sûrement au niveau du chiffre d'affaires, mais en fait, c'est ma philosophie de vie de travail, surtout par rapport à mon métier, c'est que je ne suis pas là pour clientéliser les gens, je suis là pour les autonomiser. Et ça, pour moi, en tout cas, c'est une valeur que je défends depuis que je fais ce métier parce que je ne suis pas là pour clientéliser les gens dans ce que je fais. Tu vois. Ouais, tu as une réelle transformation au final. Tu passes de, on va Oui. dire, bloqué, je sais pas si c'est le bon mot, mais genre à complètement autonome et vas-y, action et feu, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Le but, Et si tu veux, c'est justement de faire en sorte que cette transformation soit le plus rapide possible, mais qu'elle soit pérenne. ouais. Parce que tu sais, tu peux prendre un accompagnement, mais si derrière, en fait, tu n'as pas mis les bons outils et les bons exercices en place, c'est comme le sportif de haut niveau. Je veux dire, Usain Bolt, aujourd'hui, s'il est ce qu'il est, c'est parce qu'il s'entraîne tous les jours. Donc, Mm, avoir les bons outils, les bonnes, je dirais, habitudes de transformation pour la suite pour que justement le résultat soit pérenne. ouais, totalement. Et il y a une question qui me vient là, avec tu sais, le connard et la connasse intérieure. Ouais. Tu l'as un petit peu mentionné, mais plus dans une vue coaching, c'est-à-dire que tu vois souvent quand tu mets en place de la vulgarité bienveillante, je sais pas si ça se dit, tu vois, mais en tout cas ça peut se dire. Mais c'est cool. Ouais. Ouais, tu mets en place ça juste pour choquer la personne, pour marquer un temps d'arrêt et que tu partes sur un autre sujet, tu vois, pour être vraiment en sincérité. Est-ce que ça, c'est un truc que tu utilises dans plus d'une vue marketing ou communication sur les réseaux ou autre, peu importe? Euh, Parce que tu sais, souvent on parle de pattern interrupt. Est-ce que c'est un truc que tu utilises ou pas assez, ou trop, ou c'est quoi ta vision là-dessus? Franchement, je pense que, enfin, en termes de marketing, tu es vachement plus calé que moi, tu le sais. Et, au niveau marketing, je saurais pas dire en fait. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, en fait, il y a tellement tout et n'importe quoi que j'ai pas envie de savoir comment je suis au niveau marketing parce que si je commence à me poser la question, je vais tomber dans les pièges de la pensée dont je te Ouais, parle de temps en temps. C'est je vais me comparer, je vais me justifier. Tu vois. En fait, je regarde pas ce genre de choses. Je fais et surtout en fait dans tout ce que je fais, je regarde ce qui marche. ok. Et je sais pas si c'est bon, si c'est pas bon. Là, par exemple, tu l'as vu la semaine dernière, j'ai mis en place je suis parti de moi en fait, et c'est ce que je conseille à tous mes clients tout le temps, mais je suis parti de ce que j'aimais. Et en fait, il y a un truc qu'on me dit toujours, putain, il me dit, mais c'est une putain de bonne question que tu viens de me poser. Et en fait, je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant, pourquoi je ne poserais pas des questions à mon audience? Et en fait, ce que j'ai mis en place, c'est que sur Facebook, au moins 2 à 3 fois par semaine, je pose des questions. Et je fais une grande question, tu sais, sur ma page Facebook. J'écris une question et je vois justement si ça fonctionne ou pas, c'est-à-dire si ça intéresse les gens ou pas. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est les réponses que mon Ouais, audience bien va me sûr. donner pour savoir justement quels sont leurs besoins, comment ils réfléchissent, etc. Parce que je Ouais. m'intéresse vraiment sincèrement aux gens. Et en fait, cette stratégie, elle a été payante parce que depuis que je l'utilise la semaine dernière, j'ai posé une question qui a fait réagir. On a dépassé les 230 commentaires pour une question. Ouais, J'ai pas ouais, fait ouais. de vidéo, j'ai pas fait d'audio, j'ai pas fait d'interview. J'ai écrit une question, une ligne. Et la question, putain, 239 commentaires, j'étais choqué. Même moi, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi, en fait? Et ce que je comprends, en fait, c'est que sur les réseaux, il y a une chose aussi qui est intéressante de voir. Alors, je sais pas, moi, je suis pas dans le marketing, mais ce que je constate, c'est que les personnes, en fait, quand tu leur demandes leur avis sur des trucs pertinents, ils ont ce besoin d'interaction et d'interagir, tu vois, pour venir à ton contact. Et le bémol qu'il y a comment dire, quand tu fais des vidéos ou quoi, les gens voient la vidéo, à moins que tu fasses un live, mais même pendant le live, les interactions en fait sont pas immédiates. Ce que je constate, c'est que quand j'écris une question comme ça, la question je la laisse et je reviens, par exemple, je la poste le matin et je reviens peut-être le soir pour voir ce que ça a donné. Mm, Et mm, en mm. fait, le temps, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que le temps en fait d'interaction entre les gens, il est, il est en lien avec leur vie à eux. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas interagir tout de suite, mais si le sujet les intéresse, tu auras des réactions qui arriveront peut-être durant la journée. Et c'est ça qui est paradoxal, tu vois, encore une fois, c'est que les réseaux sociaux, on est dans Ouais. pardon. Et en fait, cette instantanéité-là, quand tu fais un post ou quand tu vas mettre quelque chose sur Facebook, par exemple, parce que moi, c'est Facebook où je suis focalisé actuellement, quand tu mets un truc, en fait, l'instantanéité, elle n'est pas là immédiatement. Et ce que je constate, c'est que si vraiment tu te focalises à faire du contenu, à faire beaucoup de choses, en fait, je remarque que, parce que ça, je l'ai fait avant aussi, je remarque que c'est pas la quantité qui compte, c'est la pertinence, peu importe le support, c'est-à-dire écrit, vidéo, etc., peu importe, mais la pertinence de ce que tu dis et de ce qui va apporter à ton audience.
Et putain, si j'ai réussi à faire 240 interactions avec une question, imagine, Ouais. il y a des gens qui sont 2 fois, 100 fois plus doués que moi, comme toi par exemple. Tu fais des articles, tu fais des podcasts, tu vois, tu fais plein de trucs, quoi, de meilleure qualité que ça, et il n'y a peut-être pas autant d'interactions. Donc, ce qui est paradoxal, c'est que oui, tu sais, tu peux avoir différents types de supports, mais là, c'est la preuve concrète que l'interaction ne se crée pas. Alors, elle ne se crée pas immédiatement, elle est en décalage au niveau du temps, mais surtout, les gens, en fait, n'interagissent que si on est précis en fait dans ce qu'ils Ouais. veulent et dans ce qu'ils attendent en fait. Et, euh, et après, c'est pour ça que je te dis, stratégie marketing, j'en ai utilisé tellement depuis 3 ans Je vois. que Ouais. là, franchement, je suis revenu à un truc très simple, essentiel, simple, et force est de constater que le simple fonctionne. Mm, mm, mm. Donc, pour le Et, moment, ça fonctionne, on verra. et en plus, tu as un double effet qui se coule avec ta question parce que tu disais, j'ai eu X commentaires, mais l'avantage de ça et ce que beaucoup de personnes recherchent, peu importe tu vois, leur niveau, si c'est débutant ou pas débutant, c'est qu'au final, rien qu'avec une question et avec tous ces commentaires, t'as pu en même temps connaître un peu plus les besoins, connaître un peu plus les nerfs, entre guillemets, à toucher, Voilà. les connaître eux-mêmes un peu plus, tu vois, pouvoir même rentrer en communication avec eux pour Alors, justement, élaborer les choses. Ouais. c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai eu, grâce à ça, 2 entretiens avec 2 prospects qualifiés. Mm, mm, mm. Donc, tu vois, alors c'est chronophage parce que quand tu as 230 commentaires, il faut répondre. Parce que je mets un point d'honneur à répondre moi-même pour le moment, parce que là, je peux encore le faire, je veux dire, sur des posts comme ça qui ont beaucoup de succès. Mais l'idée, si tu veux, c'est que je réponds parce que les personnes qui prennent le temps de répondre, moi, je trouve que c'est juste le respect minimum qu'on a envers les personnes qui sont là, qui prennent de leur temps pour s'intéresser à toi et c'est la réciprocité en fait. Ouais, Je bien suis un sûr. empathique, donc forcément, tu vois, j'ai besoin de cette réciprocité. J'ai besoin de donner aux autres, tu vois. Je m'en fous de donner plus. Je sais que je vais toujours donner plus que ce que je vais recevoir, mais ça me nourrit, tu vois, Ouais. de répondre. Donc en fait, je prends le temps de répondre à chaque personne. Et là, j'avoue qu'il y en a certains, je crois que j'ai pas réussi à répondre tellement il y en avait. Donc il y a un moment, j'ai lâché l'affaire, mais j'y suis revenu une semaine après. Parce que même encore aujourd'hui, imagine la question, je l'ai postée il y a presque 10 jours maintenant. Et Ouais. je continue à avoir des réponses dessus. Donc, la base, pour moi en tout cas, c'est le respect mutuel. C'est une personne, elle prend le temps d'écrire un commentaire. Moi, je prends le temps de lui répondre. C'est vraiment pour moi la base du respect et de la réciprocité. Et mon business coach, mon mentor là-dessus, il me dit souvent, c'est pas parce que tu es sur un réseau social que c'est pas comme dans la vraie vie. C'est comme dans la vraie vie. Il y a des Mm, mm, gens mm. qui prennent de leur temps pour s'intéresser à ton travail et pour dire putain, c'est bien comme question ou ce que tu as fait, c'est cool. Et je prends le temps d'y mettre un commentaire. Putain, la base, c'est quand même juste de répondre, quoi, tu vois. Ouais. Ouais. Donc, je prends le temps encore aujourd'hui de le faire. Après, à terme, c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais bien déléguer parce que, comme je te le disais, c'est extrêmement chronophage. Ouais. Tu en as parlé au tout début. Là, on a parlé plus de PNL, de connard, connasse intérieure. Tu en as parlé au tout début, ta spécialisation est vraiment sur ce que tu te focalises toi, c'est l'empathique introverti. Ouais. La question, elle est toute simple. C'est quoi pour toi un empathique introverti? Regarde-moi et tu comprendras. Mais oui, mais les gens qui t'écoutent, ils ne te voient pas. L'empathique introverti. Alors, il faut le savoir, moi j'étais un extraverti à la base. Et l'empathique, il a deux pôles. En fait, deux pôles positifs et négatifs. Enfin, là, je donne ma carte du monde. D'accord? Ce que je dis n'engage que moi. Je ne m'appuie pas sur des méthodes, des techniques. Là, je te donne mon avis. Et après, chacun interprète comme il veut. Mais l'empathique, en fait, c'est quelqu'un, la base de la base, c'est qu'il veut faire plaisir à tout le monde. C'est quelqu'un en fait qui peut pas imaginer sa vie sans le plaisir des autres. C'est-à-dire que quand j'étais petit, alors je vais t'expliquer aussi d'où ça vient parce que c'est aussi mes origines. C'est que moi je suis né en fait à l'âge d'un an et demi, je suis né en Turquie, à İzmit, à côté d'Istanbul. Et en fait, quand je suis arrivé en France, pour moi, la France, en fait, si tu veux, je suis arrivé à l'âge d'un an et demi, mais c'est comme si j'y étais né. Et j'ai ouvert les yeux à Annecy, au pied des Alpes, donc entre le lac et les montagnes. Et là-bas, en fait, comme le climat est très rude, les gens sont très rudes aussi. C'est-à-dire qu'ils ont
les hauts savoyards et les savoyards, c'est des gens de caractère, mais de caractère dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ils ont cette sincérité radicale. Ils vont pas hésiter à te dire, mais t'es un gros connard en fait, et ils vont te dire droit dans les yeux en te regardant comme ça, en disant, t'as un problème, t'es un gros connard. Et en fait, je pense que c'est resté de là aussi, c'est que j'ai eu ces origines, tu vois, où on était dans la sincérité radicale, et ça forge une personnalité, mais surtout, ma mère, hyper empathique. Je veux dire, c'était une personne, on passait nos week-ends avec des invités à la maison, quoi. Tu vois, il y avait toujours du monde à la maison. Ouais. Et c'était génial parce qu'il y avait toujours de la générosité, on était toujours les uns avec les autres. Tu sais, on a eu beaucoup d'interactions, mais le revers de la médaille, c'est que le temps qu'elle met dans l'empathie qu'elle a envers les autres, elle ne le met pas pour toi. Donc, moi, comme j'étais un peu comme elle, j'ai tout absorbé d'elle. Ce côté hyper empathique, je l'ai cultivé en fait. Et il y a un moment où ça a commencé à me bouffer quand j'étais petit, c'est que un jour, en fait, je m'en souviendrai toujours, il y a un de mes cousins en fait qui avait fait une grosse connerie. Et la connerie qu'il a faite, en fait, ma mère est venue me le reprocher à moi, disant mais toi, tu n'aurais pas dû agir comme ça. Je dis c'est pas moi qui l'ai fait. Non, mais tu étais avec lui, donc tu aurais dû l'empêcher et donc c'est de ta faute. Oh, mais j'étais choqué. Et en fait, si tu veux, l'hyper-empathie pour elle, c'est protéger quand même, tu vois, empathiquement, préserver les gens. C'est encore une fois dans tu sais, c'est de la bienveillance extrême. Ouais. Tu vois, c'est pour te montrer que même en étant bienveillant, en étant un empathique, tu peux être un extrémiste. C'est pour ça qu'on dit souvent les empathiques, c'est Hulk. Tu vois, David Banner, le mec, quand il est David Banner, il est là, tu vas bien, il prend soin de toi et tout. Mais dès qu'il pète un plomb, c'est Hulk, quoi. Le monstre, il pète les plombs, quoi. Ouais. Et c'est vraiment comme ça. Et ma mère, elle pétait les plombs. C'était, putain, tu te dis, mais oh, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et en fait, j'ai grandi avec cette dualité-là parce qu'elle surprotégeait, elle nous surprotégeait de plein de trucs et tout, mais avec un amour, ça dégueulait d'amour de partout, quoi. Donc cet amour, moi, je l'ai pris parce que j'ai vécu dans les jupons de ma mère pendant très longtemps. Mais en fait, cette empathie, à un moment, moi, j'étais un extraverti, c'est-à-dire que j'avais l'empathie extravertie, c'est-à-dire que j'étais le côté Hulk tout le temps, quoi. Tu vois. D'accord. Alors qu'il y en a, ils sont le côté David Banner, super gentil et tout, introverti. Et donc, quand j'ai compris que j'étais un extraverti, mais introverti finalement, parce que j'ai passé une grosse partie de mon adolescence renfermé sur moi-même, et j'arrivais pas à parler. Ce que je disais, en fait, ne reflétait pas ce que je pensais. Et ça me posait, mais de gros. Je disais un truc, c'était l'opposé de ce que je pensais qui sortait, en fait. Donc, ce côté-là, je l'ai vécu jusqu'à mon adolescence et même jusqu'à ce que je me mette à travailler, à trouver un travail et tout. Et le jour où je trouve un travail, là, je commence à découvrir le management, les outils de communication, et là, ça commence à se débloquer, tu vois. Et ce côté empathique, en fait, pour moi, c'est vraiment tu sais, je t'en avais déjà parlé, mais c'est les drivers, en fait. Les drivers qu'on a en nous, c'est fait plaisir. Il veut faire plaisir à tout le monde. Il pense, l'empathique, il pense qu'il peut faire plaisir à tout le monde. En fait, si tout le monde n'est pas content, tu vois, il n'est pas content, il va pas bien à l'intérieur. Tu vois, Est-ce que c'est un de ces plus gros challenges du coup, d'apprendre à dire non ou de pas faire plaisir à tout le monde? Ouais, tout à fait. Bah, c'est la première chose que je règle généralement avec les clients que j'ai, c'est je leur apprends à dire non en fait. Parce que l'empathique, il est incapable de dire non. Tu sais, Ok. l'empathique, en fait, il a fini une journée de travail, il arrive, il est 19h, il est claqué, tu l'appelles pour faire un déménagement et dire ouais, ok, j'arrive. Il va arriver en plus, il va arriver, ah, je suis désolé, j'ai eu 15 minutes de retard, alors que c'est toi, c'est lui qui te rend un service, tu vois. Ouais. Il va arriver en retard au déménagement, et il va te demander ses excuses et il va te dire, excuse-moi, je suis désolé. Tu sais, le mec, il a passé une journée de travail, il est claqué, tu l'appelles en urgence pour qu'il vienne faire le déménagement, il arrive en retard, il s'excuse, tu vois, c'est constamment comme ça, quoi. Ouais. Et il y a un moment, en fait, si tu sais pas dire non, bah, tu te laisses bouffer par tout et tout le monde. Ta femme, tes gosses, ton boulot, ton patron, qui tu veux, ça devient l'enfer après. Ouais. Si tu avais du coup un conseil à donner, j'ai deux choses en tête là. On va y Vas-y, aller par étapes. vas-y. Si tu avais un conseil à donner à ce type de personne-là, ce type de profil-là, Ouais. pour, tu vois, un petit peu sortir de tout ça, apprendre à dire non ou quoi, ça serait quoi? Pour un empathique, euh, il passe, allez, pas 24 heures, 48 heures
il dit non à tout. Ok. Ça, c'est un médicament, le truc. Tu passes 48 heures à dire non à tout et tout le monde, mais sans raison. Par contre, c'est pas en fait, ça c'est le deuxième truc chez les empathiques, c'est que quand ils disent non, ils mettent 1 heure à se justifier. Alors, tu sais, je te dis non, euh, un cas classique en entreprise. Salut, est-ce que tu voudrais bien changer tes horaires avec moi? Si c'est un empathique, en face, il va dire quoi? euh, il ne sait pas comment dire non, donc il va dire alors franchement j'aurais adoré, hein, vraiment j'aurais aimé te donner mon horaire, hein, ça m'aurait vraiment fait plaisir, mais en fait j'ai demain à 16 heures je dois récupérer ma fille et après l'avoir récupérée je dois passer en fait voir le docteur et est-ce que sinon tu veux que je t'arrange sur un autre jour, je veux dire, et il va chercher Ouais. des, tu vois, il va y avoir des explications, des justifications et ça va tourner. Et en fait, le, le simple fait de venir voir avec une demande, en fait, quelqu'un vient voir un empathique avec une demande, l'empathique, il est déjà en train de planifier comment il va faire plaisir à la personne qui est en face. Donc, comment la personne va le moins possible souffrir de sa réponse. Et le truc, le médicament contre ça, c'est tout simplement tu dis non et tu ne te justifies pas surtout. Tu dis pas ouais parce que machin. Non, tu dis non. Ouais. Et surtout, tu dis non. Et si la personne te demande des justifications, tu dis non, j'ai pas envie de me justifier. Ok. Et Donc là, du tu vas coup, voir, là l'empathique à l'intérieur, là, dans sa tête et dans son cœur, là, c'est le volcan, là, c'est l'explosion. Là, pour lui, c'est impossible. C'est empathique. Ah, il est là, non, mon Dieu, je vais lui dire non, c'est pas possible. Et là, le vrai empathique, il est déjà en panique à l'idée de dire non, tu vois. ouais, ouais. Du coup, ça m'amène sur la deuxième étape. C'est parfait, tu vois. Est-ce qu'on pourrait pas, c'est la première fois que je vais faire ça, est-ce qu'on pourrait pas lancer un défi à tous ceux qui nous écoutent, qui se reconnaissent un petit peu dans ce profil, Ah, c'est-à-dire yes. de dire non pendant 48 heures sans se justifier du tout. Eh ben, chiche, allez, tous Ok. les empathiques, en tout cas, tous ceux qui ont un problème avec dire non aux gens, bah, pendant 48 heures, peu importe, hein, j'ai fait ça avec une de mes clientes. Ma cliente, elle m'a dit, putain, t'es chier quand même. Je me suis senti super mal quand mon fils, il m'a dit, maman, tu veux bien me faire à manger? Je lui ai dit non. C'est horrible. Et là, et là, elle m'a dit, mais c'est horrible ce que tu m'as fait faire. Et en fait, elle a dit non toute la journée. Et le gamin qui dit, tu peux me faire à manger, dit non. Et, et du coup, quand elle a dit non, elle a appelé le grand frère, évidemment, pour lui dire, donne-lui à manger. Mais elle a dit non à tout, en fait. Ouais, donc elle Et a respecté quoi. elle a respecté, mais c'est super, super compliqué Ouais. parce que justement, tu es dans une démarche où c'est un médicament par contre. Une fois que tu as goûté au non pendant 48 heures, tu sais qu'en fait, finalement, c'est hyper simple de dire non et sans te justifier parce que l'implication émotionnelle, tant que tu n'as pas compris que émotionnellement, c'est pas toi qui est impliqué, mais l'autre, en fait, c'est le médicament pour comprendre que le non, émotionnellement, n'implique que la personne qui est en face. Mm, mm, mm. Donc, si tu arrives à faire ça pendant 48 heures, tu m'en diras des nouvelles dans les commentaires ou t'envoies un truc à Flo, C'est ça, un c'est ça. commentaire à Flo. On part en témoignage direct. Voilà. Les ressentis, tout. Top. Tant qu'on est sur les défis, ça, on n'avait jamais donné de défi en fait directement à ceux qui nous écoutent. J'aimerais qu'on Voilà. fasse un deuxième défi. Le deuxième défi, il est totalement inspiré de ton travail et de ce que tu fais, parce que tu as l'habitude en fait dans tes interviews ou dans ce que tu fais, à la fin de donner un défi à la personne, un défi PNL, un défi émotionnel. Yes. Le défi, je ne sais pas si certains qui nous écoutent te connaissent ou ont déjà regardé ce que tu faisais. Le défi, en fait, c'est de prendre le téléphone et en live de dire je t'aime à quelqu'un. On pourrait le faire aujourd'hui. Euh, c'est bien ça. On me C'est l'avait jamais fait c'est là. l'arroseur arrosé. Ouais, tout à fait. Alors, je dois dire je t'aime à quelqu'un, c'est ça? Donc, le but, c'est que tu prends ton Bon, téléphone, tu appelles la j'appelle personne. ma femme alors. Ah, ouais, comme tu veux. Il faut que ça soit challengeant quand même, même si t'es empathique. Euh, Ah, ah oui, je peux appeler quelqu'un là. Ah, je le fais en live alors, c'est ça. Vas-y, vas-y.
Alors, alors, c'est challengeant, mais, euh, mais je lui ai jamais dit, comment dire, de face à face. Je Ok, pense qu'elle, tu vois, je pense qu'elle le sait, mais je lui ai jamais dit, comme je vais le dire là. Je vais pas ouais, prendre le téléphone, tiens, salut, je t'aime, quoi. Tu ok, vois? ok, cool. Mets-le au parleur. Je dis le nom ou tu veux découvrir, Comme tu veux, c'est toi qui vois. ou je te laisse découvrir, parce que forcément, c'est quelqu'un que tu connais aussi. Donc là, je vais appeler Gwendoline Meyer, Gwen qui est la reine des abeilles, et quelqu'un qui est cher à mon cœur parce que ça fait, je crois que ça fait un peu plus d'un an ou 2 ans, je crois qu'on est amis. Mais surtout, c'est quelqu'un, comment dire, que j'aime vraiment beaucoup, comme, comment dire, comme une amie, comme je sais pas. Il y a vraiment un lien en fait qui est indéfectible entre nous et tu vois, peu importe, on s'appelle pas souvent. Mhm. Tu vois, on s'appelle pas tous les jours parce qu'elle est très occupée, elle a beaucoup de choses et puis là, elle est enceinte donc Ouais, elle attend c'est le petit dans pas longtemps. c'est bientôt en Donc, plus. donc voilà, ouais. Et je pense que je lui ai jamais dit de visu en fait. Ok, Donc cool. on va voir si elle répond déjà. Ouais. Sinon, il faudra trouver une autre personne. Ah non, alors attends. Bonjour, ici Gwendoline Meyer. Je n'écoute pas souvent mes messages vocaux, Laisse un donc message. un SMS ou un email pour me joindre. À très vite. Alors attends. Il y a deux numéros. C'est pour ça que je vais tester le Ok, deuxième. Et elle doit faire une sieste là, je pense. ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Alors attends, bouge pas. Je regarde le récent. Tac. Ah oui. On va voir si. Je sais plus lequel fonctionne en fait. Free mobile, Ah oui, bonjour. d'accord. Ok, bon, bah tant Bon, pis. et ben tu veux quoi? Je lui laisse un message? Laisse, bah elle l'écoute pas, elle a dit, donc ça sert à rien, tu vois, le défi Ah il est bah raté alors, là. merde. Euh, sinon, je lui envoie un vocal sur Allez, Messenger, sur allez, WhatsApp. vas-y. Parfait, parfait. Alors, WhatsApp, parce que WhatsApp, je sais qu'elle les regarde. Ouais, Alors, t'es prêt? quand tu veux. Hello Gwen, eh ben écoute, j'espère que tu vas bien. Alors je te fais ce message dans le cadre d'une interview que je suis en train de réaliser avec un copywriter de talent qui s'appelle Florian. Et il m'a lancé un défi. Il m'a dit, pas cap, d'appeler quelqu'un que tu connais bien pour lui dire je t'aime parce que tu lui as jamais dit en fait en live. Et donc la première personne qui était chère à mon cœur, à laquelle j'avais envie de dire je t'aime, c'est toi. Donc sache que je t'aime très fort, même si je t'appelle pas tous les jours et même si on se voit pas tous les jours, que tu es toujours dans mon cœur et que je pense souvent à toi. Donc je t'aime, prends très très soin de toi, surtout en ce moment parce que je sais que le bébé arrive dans pas longtemps. Donc gros bisous à toi et à très bientôt. Top, bravo à toi. Message envoyé. Yes. Bon, cool. De toute façon, je pense qu'elle va m'envoyer un message dès qu'elle reçoit en me disant tu fais chier ou. Non, je pense pas. On verra. Cool. Ah, c'est la reine, on sait jamais la réaction, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah top, bravo. Là, je te propose qu'on passe du coup à la troisième partie. Normalement, il n'y en a que deux parties, mais vu qu'on a fait ça, on passe à la troisième. Dans la troisième partie, en fait, l'idée, c'est vraiment de passer sur des questions, entre guillemets, rapidement, juste pour créer ce momentum-là. OK? Je sais pas si je t'en avais déjà parlé de ces questions-là, si tu les as préparées ou pas, j'en sais rien. Donc, on va faire ça rapidement, tu vois. J'ai On va rien faire. préparé. Hein? J'ai rien préparé. Ok, parfait. On va faire deux tours de chauffe. On va faire deux tours de chauffe. T'es chaud? Allez, Allez, premier, bleu ou blanc? euh, Bon, on a dit vite, mais merde. Bleu, bleu.
bleu. Ok. Tu préfères thé chaud Early Grey ou thé froid Mighty? Earl Grey. Ok. À quoi tu penses dès le matin quand tu te lèves, à part prendre ton café ou ton thé et réveiller tes enfants? J'allais dire sortir le chien, mais c'est pas actuel. À à mon objectif, c'est-à-dire à mon business. Tous les Ok. matins, je me lève en fait l'ancrage que je me suis fait, c'est par rapport à ça, c'est tu as passé toute ta carrière professionnelle à te lever à 6 heures du matin pour les autres. Maintenant, bouge-toi le cul à 5 heures du mat, c'est pour toi. Ok, top. Si tu devais te définir, toi et aussi ton parcours en un seul mot depuis le début, ça serait quoi? Persévérant. Ok. Une citation qui résonne en toi. Sois positif et ta vie sera positive. Ok. Est-ce que tu as, que ça soit encore une fois pour toi ou pour ton activité, ce que tu fais dans l'entrepreneuriat, une règle de vie que tu appliques au quotidien? Une règle de vie, c'est-à-dire dans ma vie au quotidien et dans ma Ouais, vie. dans ton fonctionnement, que ce soit interne ou dans ta vie générale ou dans ton activité, Ah oui, est-ce que tu une règle vraiment que tu suis? sincérité radicale. Sincérité radicale. Ok. Ouais. Quel est le truc que tu veux qu'on retienne de toi? C'est compliqué comme question, ça. Ah, Il n'y a pas qu'une chose à retenir. Putain, ah merde. non, ben, au moins une. Euh, je pense que ce qu'on peut retenir, ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que j'étais libre. Ok. C'est-à-dire, j'avais la liberté de penser, la liberté d'agir. Et je pense que plus on est libre, et ça, c'est ma croyance aidante que j'offre à tout le monde, c'est plus tu es libre et plus tu t'épanouis. Ok. Est-ce que tu pourrais citer une personne qui a eu un très gros impact dans ton parcours, ton business, ta vie, et que tu aimerais remercier aujourd'hui? Bah, Tony Robbins et Steve Abdelkarim. Parce que Ok. les deux, en fait, ont eu un électrochoc dans beaucoup de domaines de ma vie, perso ou pro. Et Tony, parce que voilà, il est ce qu'il est aujourd'hui, et il peut être critiqué en long, en large et en travers. D'ailleurs, c'est pareil pour Steve. Il n'y a que les meilleurs qui se font lyncher publiquement de toute façon. Je veux dire, tu peux être le meilleur de la Terre, tu te feras toujours critiquer. Mais ces deux-là ont vraiment impacté énormément ma vie parce que ils ont, euh, ils ont le bon mindset, en tout cas celui que moi, je ne vais pas dire le bon, celui que moi, j'ai trouvé le plus inspirant, c'était eux, quoi. Ok. Ok. Est-ce que tu pourrais citer une de tes plus belles rencontres? Il y en a tout le temps des plus belles rencontres, mais une de tes plus belles rencontres dans l'entrepreneuriat. Gwen. Gwen, ok. Ouais, Gwen. Gwen, si tu veux, elle m'a ouvert au monde du numérique, du digital et tout. Mais ce côté, en fait, je dirais, le côté, comment te dire, le côté audacieux et libre qu'elle avait, c'est ça qui m'a inspiré. C'est-à-dire elle a toujours été libre. Et je pense que c'est un des gros trucs aussi qui revient avec elle, c'est que elle s'est créée sa propre liberté. Et c'est Ouais. ça qui m'a beaucoup inspiré chez elle aussi à l'époque. Et elle avait vraiment ce côté-là hyper inspirant depuis très longtemps. Et quand je l'ai rencontrée à un moment où justement moi je l'ai crocheté pendant un live qu'elle faisait un soir. Quand je l'ai découvert et quand j'ai commencé à apprendre à la connaître, c'est elle qui m'a ouvert je dirais la voie, les yeux sur le business en ligne, sur comment parler de soi sur les réseaux sociaux, Ouais. comment en faire une image, tu vois, l'image de la reine des abeilles et tout, comment se transformer en fait en mettant son image en avant. Elle m'a inspiré dans beaucoup de trucs au niveau du business en ligne, quoi. Et elle m'a vraiment ouvert les yeux dans beaucoup de choses là-dessus et bien d'autres choses aussi à côté, quoi. Ouais. Ok, cool, cool. Qui est-ce que tu voudrais voir passer dans une prochaine émission, dans la tête d'un top player? Bah, Gwen, tu l'as déjà fait, je crois. Gwen, je l'ai déjà fait. Euh, J'allais dire, si tu faisais passer Steve, ce serait top. Mais il faut que Mais tu me le présentes. ben, là, le truc, c'est que je suis déjà aussi en liste pour obtenir une interview. Ouais. Donc voilà. Euh, c'est une personne comment dire, une personne qu'on connaît ou que toi tu connais, Peu c'est une importe. personne, peu importe. Ouais, peu importe. Hmm.
qui a des choses à dire, tu vois, d'intéressant sur Ah, ça. ça y est, j'ai trouvé. Oh, pétard. Il y a eu le claquement de main et tout là. Là, il y a la totale. Alors là, alors là, lui, si tu arrives à l'interviewer, je pense que ça va être un grand moment d'interview, je te le dis. Vas-y, vas-y. Alors, c'est le duo de mes business coachs actuels, Ok. Florian Morata. Oh, pétard. Ok. Voilà. Ok, ça Donc, marche. Bon, bah, c'est lancé. bah, c'est lancé. Puis, comme tu as déjà eu Jérémy, bah voilà, les deux flots vont se rencontrer, tu vois. Ouais, 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 c'est vrai. Bah, écoute, on va essayer. Il Eh n'y a ben, plus qu'à. écoute, je pense que si tu passes par Jérémy, ça peut le faire. Ok, bon. Je vais suivre tes conseils du coup. Et tu vas m'appuyer un petit peu surtout. Ok. C'est une question que tu poses de mémoire. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Est-ce qu'il y a une question que tu m'as pas posée? Hum, Ouais, j'ai pas d'idée, franchement, c'est pas un truc que j'ai. Alors, je vais répondre à ma propre question. Alors vas-y. Est-ce que tu penses à qu'est-ce que tu crois vrai que tout le monde pense faux? Qu'est-ce que tout le monde. Alors, qu'est-ce que moi je crois vrai que tout le monde croit faux? Alors, c'était une question dans une question, mais c'est pas grave. Ouais, tout à fait. Waouh. Qu'est-ce que. Là, franchement, j'ai pas. Là, pour les deux, je suis scotché là. Là, c'était des bonnes questions. Une question qu'on m'a pas posée, c'est quoi le. C'est quoi? Euh, je te jure, j'ai pas d'idée. Bon, c'est Là, pas grave, c'est pas grave. je suis scotché là. Joker, Joker. Joker. Ok, Allez, c'est Joker. bon. Si tu t'en as déjà donné pas mal, ou même tu as parlé, même sans donner de conseils, c'était quand même des conseils. Si tu avais un seul et unique conseil, même game changer, tu vois, pour ceux qui nous écoutent, et notamment pour les empathiques introvertis, ça serait quoi? Soyez libre. Soyez libre. Soyez libre et osez. Parce qu'en fait, je pense que les croyances limitantes, en fait, le sujet que je traite moi aujourd'hui par mes accompagnements, c'est tout simplement de se sentir libre. Et on n'est pas libre tant qu'on est sous influence. Et il y a encore beaucoup de gens qui continuent à dire oui, il y a des gens qui sont des pervers narcissiques, il y a des gens qui sont, comment ils appellent ça, des zèbres, des hyperactifs ou comment dire, des HP, des hauts potentiels. Alors, franchement, c'est des classifications pour moi, tout ça. Et c'est des classifications qui n'ont pas en fait de, comment dire, c'est pas des choses auxquelles je crois. D'accord. Et encore une fois, ça n'engage que moi, mais je suis allé un peu creuser les questions justement au niveau des HP, des Asperger et tout. Tout ça, en fait, euh, pour moi, c'est ni plus ni moins que l'utilisation du potentiel qu'on a en nous. Mm, mm, mm. Alors, le classifier comme HP, comme Asperger ou comme ce que tu veux, évidemment, il y en a, ils ont des symptômes médicalisés, etc. Il y en a d'autres pour les pervers narcissiques, soi-disant, c'est des gens qui sont manipulateurs, etc. Mais en fait, dans tous les cas, ce n'est qu'en étant libre, donc mentalement et émotionnellement, alors émotionnellement pour les empathiques parce que tout se passe au niveau émotionnel, il y a qu'en en ne maîtrisant en fait, pour pouvoir être libre, il faut se connaître en fait. Il y a qu'en se connaissant qu'on devient libre. Donc quand je dis soyez libre, c'est connaissez-vous et vous ne serez plus jamais ni influençable Mm, mm. ni manipulable par des pervers narcissiques ou autres, ou inclassifiable en se mettant en HP ou en zèbre, ils appellent ça les zèbres. Je ne vois pas pourquoi tu te mettrais un nom d'animal alors que tu es un être humain. Enfin bref, chacun son délire. Mais Ouais. si tu veux, sur le principe, pour moi, c'est rester libre de tout ce qu'on pourrait vous coller comme étiquette ou tout ce qu'on pourrait vous mettre comme influence sur le dos. Mm, mm, Parce mm. que chacune, en fait, on appelle ça des étiquettes en communication et pareil en PNL. C'est comme de dire, tu sais, à un enfant, oui, mais toi, tu es un bon à rien. Tu vois. Et tu as étiqueté le gamin bon à rien. Le gamin, qu'est-ce qu'il devient toute sa vie? Il devient un bon à rien. Alors que peut-être c'est un super génie. Et il y a vraiment, on passe toute notre vie en fait à étiqueter les choses. Et en France, on adore ça, mettre les gens dans des cases, les étiqueter, etc. Dire oui, toi tu es un HP, toi tu es ci, vous n'êtes rien.
Vous êtes juste ce que vous êtes, apprenez à vous connaître et soyez libre grâce à la connaissance de vous-même, de ce que vous avez. Et c'est ce que je propose justement aux gens. Venir mieux se connaître et être justement pleinement eux-mêmes en se connaissant vraiment. C'est là que la vraie liberté arrive. C'est parce qu'à partir du moment où tu te connais, tu n'en as plus rien à foutre en fait de ce que disent les gens, quoi. Donc libre et sincérité radicale. Ouais, franchement. Ok. Je t'en parle souvent. Tu sais que dans chaque émission, il y a un défi à remplir. Enfin, j'ai un défi à remplir. Aujourd'hui, je l'ai rempli avec succès. Ok. Déjà, est-ce que tu veux savoir ce que c'est? Bah ouais, dis-moi. C'était de placer Mighty. Ah ouais, d'accord. Ok. C'est venu de Roman. J'arrive jamais à dire de Dicom French Touch. J'arrive jamais à dire son nom de famille. Ok. Donc du coup, pour la prochaine, si tu avais un défi à me donner pour le prochain épisode, ça serait quoi? Ça peut être un mot, une phrase, une citation. Et je commence à le répéter. Du coup, n'oublie pas que c'est un podcast. Donc je peux pas me raser les cheveux, je peux pas mettre une casquette, je peux pas être torse nu ou tout ce que tu veux. Ok. Alors, puisqu'on est dans les défis, Là, j'aimerais que pour le prochain, Ouais. tu chantes le couplet d'une chanson d'amour. Oh, n'importe quoi. Le couplet de la chanson d'amour qui te fera plaisir. T'as un titre qui te vient en tête ou pas du tout? Pas du tout. Mais alors, Ok. ce sera à toi de trouver la chanson d'amour et le refrain d'une chanson d'amour que tu aimes. D'accord, donc ça veut dire que je dois trouver la chanson, apprendre le couplet. Ok. Et tu dois la chanter comme ça pendant l'interview. Voilà. Il est malade. Bah ouais. Ok, émission de défi, je pense. Ah bah là, attends, tu me demandes un défi, voilà. Allez, Et super. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. merci à toi de m'avoir invité. Pour la dernière, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, on me retrouve vraiment sur Facebook. Alors sur Instagram, j'essaye d'être actif, mais c'est pas encore tout à fait ça parce que je manque de temps pour passer beaucoup de temps dessus. Mais là où je suis vraiment le plus, c'est Facebook. Et Facebook, bah, pour parler justement de mon activité, de ce que je fais, du programme Life Changer, qui est le fameux programme dont je t'ai parlé tout à l'heure sur 3 mois. Ouais. Et c'est là où je partage vraiment le plus de contenu, Facebook. Ok, donc j'ajouterai tout ça dans la description de toute façon. Et en tout cas, nous, on se retrouve pour la prochaine émission dans la tête d'un top player. Je te dis à très bientôt, Mehmet. C'était un réel plaisir. Ouais, plaisir partagé, frérot. Ouais, Merci. allez, plaisir. Avec plaisir. Bye. Ciao. Ciao.